Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou est cohérent. Moi, je pense personnellement, il est parfaitement cohérent avec son objectif, avec sa perspective, avec sa vision de cette guerre qui ne correspond pas avec celle de Donald Trump. Il sait très bien, si la guerre s'arrête là, c'est un échec pour Israël, c'est un échec pour lui-même en tant que Premier ministre israélien. Pourquoi ? Parce qu'aucun des objectifs fixés ou relativement fixés n'est atteint. Aucun, zéro. Et on sait très bien aussi que Donald Trump souhaite par tous les moyens arrêter cette guerre rapidement, même si, bien évidemment, il monte en puissance en fixant une fois 5 conditions impossibles, et après il monte à 15. Les Pasdaran répondent par 5 exigences impossibles. Mais cela ne convient absolument pas à Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou souhaite, que la guerre s'arrête pas là, 2, faire entrer des pays, au moins des pays du Golfe, des pays arabes dans cette guerre-là. Et pour cela, il faut sortir de cette impasse. Là, en ce moment, la guerre, on est dans l'impasse. L'impasse, c'est quoi ? C'est que les Américains, les Israéliens frappent, eux aussi, les Pasdaran, ils frappent à leur tour. Donc, il n'y a pas un événement qui permet de sortir de cette impasse-là. Lors de moi-là, déjà, les Pasdaran, j'ai reçu 5 minutes, ils disent qu'on avait préparé une réponse aux conditions, les 15 conditions, les 15 exigences de Donald Trump. Demain matin, demain après-midi, à fournir notre réponse. Mais là, on arrête. On ne fournit pas notre réponse. Voilà. Là, on arrête là. Et ensuite, les pays arabes, les pays du Golfe et Israël doivent se préparer pour des attaques massives. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, ils nous disent, là, j'attends demain une nouvelle génération des missiles. Il n'a jamais été utilisé jusqu'à maintenant. Et en cours de préparation, et préparez-vous. Mais est-ce que c'est pas de la propagande, ça ? Ah non. Parce que les Russes l'ont fait, par exemple, en disant on a toujours des nouveaux missiles, etc. Très bien. On sait très bien quantitativement le nombre de drones et le nombre de missiles baisse d'une manière incroyable. Mais qualitativement, à chaque jour, enfin j'exagère de dire chaque jour, on a des nouvelles générations, on a des missiles à multi-munitions, on a des missiles à multi-têtes, je ne sais pas comment on le dit. Une sous-munition, multi-tête. Et ensuite, là, on parle des missiles soniques, supersoniques. Et là, apparemment, il y a une nouvelle génération des missiles préparés pour demain. En tout cas, ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que Benjamin Netanyahou est en train de préparer les conditions objectives dans lesquelles certains pays se voient dans l'obligation d'entrer dans cette guerre. Imaginez, demain, les gardiens, les Pasdaran attaquent, frappent lourdement des usines, des salons dans des pays du Golfe. Dans le meilleur des cas, ils peuvent résister 5 jours. Au-delà de 5 jours, c'est la catastrophe humaine dans ces pays-là. En fait, au-delà même des capacités, je veux dire de l'innovation dont sont capables les Iraniens, ce qui est intéressant, c'est leur adaptabilité. C'est-à-dire que, je donne un exemple très concret, mercredi matin, il y a eu une alerte de missiles à Tel Aviv, dont la population israélienne est très disciplinée et très habituée, donc tout le monde se met dans les abris. Mais ce qui a énormément surpris, c'est que depuis, ça faisait plusieurs jours que les Iraniens tiraient des missiles avec 8, 10 sous-munitions qui se dispersaient et qui faisaient beaucoup de dégâts. Et puis là, moi je suis allé voir les résultats de cette frappe. Il n'y avait pas 8 sous-munitions, mais seulement 4. Mais 4 beaucoup plus importantes. En l'occurrence, donc les intercepteurs israéliens avaient réussi à en arrêter 3 sur les 4. Mais la 4e qui était tombée, était de 120 kg, mais avait littéralement détruit un immeuble. Et ce qui est frappant dans les capacités iraniennes, c'est l'adaptabilité plus que l'innovation technologique. C'est de se dire, ok, ils interceptent beaucoup de nos missiles, donc on va être un peu et c'est massif avec des sous-munitions. Donc ils ont, au-delà je veux dire, des capacités balistiques, surtout une réflexion sur qu'est-ce qui va frapper psychologiquement le corps de frapper. De fait, ça fonctionne parce qu'un quartier du centre de Tel Aviv était en état de choc parce qu'une seule des 4 sous-munitions n'avait pas pu être interceptée, avait fait des dégâts majeurs. Et ça joue beaucoup aussi dans la population israélienne qui se dit, mais en fait, bien sûr qu'on arrête 90%, les Israéliens arrêtent 90% des missiles, mais les 10% qui passent, ils font beaucoup de dégâts. Trump repousse à nouveau l'ultimatum donné
rien selon lui. Justine Jankowski, on va prendre tout de suite la direction de Washington pour vous retrouver avec Mathieu Derrien, puisque tous nos correspondants sont mobilisés dans la région mais également aux États-Unis. Justine, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que nous dit Donald Trump ce soir ? Bien, la dernière déclaration que l'on a, c'est celle de Steve Witkoff, de fait, qui s'exprime lors d'une conférence économique à Miami et qui dit: nous négocions avec les Iraniens. Notre définition des négociations diffère peut-être de la leur, mais nous dialoguons avec eux et nous leur avons proposé une rencontre. Et ça va. C'est quoi ce délire ? Ça vient en contradiction avec ce qu'il disait hier pendant la réunion de cabinet de Donald Trump. Il disait qu'au contraire, c'était très compliqué de négocier avec les Iraniens, qu'il n'accédait à aucune de leurs demandes. Mais on a plus l'impression qu'aujourd'hui que l'administration Trump est en train d'accorder ses violons, puisque Marco Rubio lui-même a affirmé que les États-Unis allaient bientôt avoir des négociations sérieuses avec l'Iran. Donald Trump lui-même qui dit que les discussions se passent bien. Donald Trump qui effectivement accorde un délai aux Iraniens, un délai qui, on l'imagine, lui permettra de conclure un accord. À côté de ça, on entend parler d'un éventuel renfort décidé par le Pentagone, un renfort de 10 000 soldats. Donc, effectivement, toutes ces déclarations sont contradictoires. On est un petit peu perdu, mais on se dit que potentiellement, pour Donald Trump, c'est une manière de mettre la pression un maximum sur l'Iran. Donald Trump qui a rejoint Miami aussi et qui devrait tenir un discours tout à l'heure sur des questions économiques, mais qui va certainement s'exprimer sur l'Iran aussi. En tout cas, on va surveiller ça de près. Merci Justine Jankowski et à Mathieu Derrien qui nous accompagne, puisque Donald Trump promet toujours avec le Pentagone d'envoyer l'armada du côté de la région. Vous nous avez rejoint Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, on parle de renforcer les moyens militaires au Moyen-Orient. Oui Margot, 10 000 soldats supplémentaires que la Maison-Blanche et le Pentagone envisagent d'envoyer au Moyen-Orient dans les prochains jours. C'est un haut responsable du département de la défense américaine qui a révélé l'information au Wall Street Journal et à Axios. On y apprend notamment que ce renfort militaire, il pourrait comprendre de l'infanterie et des véhicules blindés, et il pourrait surtout servir à offrir des options militaires à Donald Trump. Parmi ces options, évidemment, on en parle déjà depuis plusieurs jours, celle d'une intervention au sol. Regardez ce que dit Axios à ce sujet, c'est intéressant, c'est un signe supplémentaire d'une opération terrestre américaine en Irak. Éventuellement un endroit où ils vous peuvent verser. Mais pourquoi faire? Bon, c'est une tête de pont et ensuite on va faire comme le CJ-44, ils vont débouler sur l'Iran à 20 000, 30 000, 40 000. Ils ont prévu à 82e heure d'ordre, j'ai envie de vous dire, Général Vallomé. Voilà, donc ça c'est au moins... Ça nous rapproche. On voit bien qu'il y a mais ça va pas. Comment ça s'organiserait tout simplement avec le soutien logistique qui est indispensable. On ne va pas les laisser mourir sur place. C'est gens-là. Donc pour l'instant ça n'a aucun sens. À mon avis, bon, c'est parti, c'est comme des idées comme ça qui partent. Chez nous, qui passent des ronds dans l'eau avec les marines, que les airborne vont continuer à s'entraîner.
Et puis, où est-ce qu'on va les mettre pour les autres on a parlé des soldats américains qui sont dans des hôtels, et c'est pas le meilleur prix possible. Qu'est-ce qui se passe? La menace pour les Américains dans les îles. C'est trop facile. Écoutez, lorsqu'on analyse rationnellement et d'une manière froide, je suis tout à fait d'accord avec le général. Ça n'a aucun sens. On a deux exemples devant nous, la guerre du Koweït et la guerre d'Irak. En 91, pour libérer le Koweït, on a envoyé quand même 50 000 soldats en Irak. L'Irak est politique et on a envoyé 20 000 soldats. Si vous voulez renverser le régime, engager des troupes au sol, vous avez besoin au moins 400 000 soldats. Et c'est pas avec 10 000 ou 20 000 ou 30 000 qu'il faut c'est le régime. Cette opération sociale, parce que ça, les mots, fait la même chose. Vous envoyez 5 000 soldats, ces 5 000 soldats, ils seront pris en otage par la régime. Ils seront tous massacrés un par un. Des missiles balistiques intelligents vont pleuver sur eux. Qui pourrait les sauver? Ça tient pas. Ça tient pas pour moi. C'est plutôt un message politique pour mettre la pression sur les Pasdaran pendant la négociation. Elisabeth Schipper-Selam, Pierre Servan me disait... On se regroupe! Des militaires qui savent le faire, ces opérations spéciales, prendre le contrôle de ces infrastructures énergétiques. Bien évidemment. Sans être tués ni rien. Sans être tués. Il y a deux choses. Alors, l'île de Kraus, si on regarde géographiquement, il faut déjà y arriver. Il y a une véritable question qui se pose, c'est-à-dire si les parachutés, par exemple, il faudrait quand même les protéger. Sinon, il faut d'abord les débloquer. Donc, c'est cette question, c'est le scénario des petites îles qui sont pour contrôler justement le détroit d'Ormuz, parce que pour arriver à 40 rapide, enfin qui peut faire des forces qui sont quand même plutôt bien entraînées pour le 42e et puis pour les forces de marine américaines. Il faut aussi les protéger. C'est aussi une question de mobiliser. Comment vous amenez des moyens lourds? Il faudra des moyens lourds. C'est très loin. Comment vous amenez des moyens lourds? Est-ce qu'il y a en fait d'essayer de gagner du temps? Non, mais enfin moi je pense que le complexe ou l'exemple Maduro a trop marqué l'esprit. L'opération spéciale, ça reste spécial. L'opération Maduro est excellente, elle restera dans les annales, très bien, mais on ne va pas la répéter. D'autant plus qu'il n'y a pas d'objectif très clair. Saisir Tikal, c'est OK. À ce moment-là, on arrête le trafic et l'Iran est prise en otage cette fois-ci. OK, c'est une manière de répondre. Mais quelle réaction de l'Iran vis-à-vis des pays du Golfe Quel coût pour les militaires et alors, évidemment, c'est leur métier, mais quand même. Les Iraniens n'attendent que ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils n'attendent que le déploiement de structures, soit des parachutistes, des marines, ce qu'ils attendent d'une certaine manière, avec l'impatience des Iraniens en ce moment, qu'ils attendent pour faire un vrai coup, eux, et faire des dégâts parmi les troupes américaines et donc dans la politique américaine. Regardez ces images, celle du Koweït aujourd'hui, qui a été lourdement frappée, le port principal de port commerçant du Koweït, qui a été frappé à Del Bakawan, vous connaissez cette région par cœur. Quand vous voyez ces images-là, est-ce que vous pensez que les gens vont rentrer dans la danse? Écoutez, j'ai été il n'y a pas longtemps, il y a 5 semaines, je connais très bien. Sur les côtés! Pourquoi ils frappent les Pasdaran, ils frappent si lourdement les Émirats et le Koweït? Ni l'Arabie Saoudite, ni le Qatar, ni même Bahreïn ne sont pas aussi lourdement frappés. Ils tentent à politique des Pasdaran, ces deux États, les Émirats et le Koweït, sont considérés comme des agents directs. C'est le mot que les Pasdaran utilisent, comme des agents de la CIA et des États-Unis d'Amérique. Vraiment des bases arrière des États-Unis d'Amérique et la CIA. Et donc, ils sont lourdement frappés. Faut les prendre Deux, surtout, le Koweït pendant l'occupation d'Irak de cet émirat, les Iraniens, ils étaient engagés pour les libérer. Et après la libération, ils étaient engagés dans la reconstruction du pays. Et là, ils les voient comme des traîtres à la cause, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une communauté chiite. Il y a une communauté chiite au sein de la population qui est koweïtienne. Pour les Iraniens, ils sont maltraités. Mais tout de même, comme on a vu
vu cette interview dans le Wall Street Journal de l'ambassadeur émirati à Washington. Lui il dit en fait ça peut plus durer. Est-ce que on n'a pas passé le Rubicon d'une certaine manière? Est-ce qu'on ne peut plus revenir en arrière et donc il faut aller jusqu'au bout? C'est un c'est ça que demandent les pays du Golfe. Je ne sais pas si on l'a passé ce Rubicon, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que les pays du Golfe sont dans une situation extrêmement inquiétante et d'une certaine manière vont déterminer aussi dans les choix de Donald Trump. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, pour lui, tout ça est une gigantesque opération de business. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout de faire un Moyen-Orient qui soit une plaque tournante qui permette de faire des affaires, de faire en sorte que le monde financier fonctionne bien et que là, les pays du Golfe ne vont pas bien du tout. Donc soit effectivement il y a une étape de plus qui est franchie et c'est une guerre avec des soldats au sol et là on rentre dans un univers complètement différent, ou bien Donald Trump sous la pression des pays du Golfe fait machine arrière mais c'est sans compter sur les Israéliens qui ne peuvent pas eux politiquement faire machine arrière.